Y a-t-il encore des pouvoirs à me donner? Non, je les ai tous. Bien, on va commencer par faire un appel nominatif. Olivier Colesso, présent. Catherine Ribaille. Présent. Laurent Direz. Présent. Tawa Lyon. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Emmanuel Abel. Présent. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali. Alexandre Bouzet. Présent. Isabelle Soulis. Présent. Béatrice Desroy. Présent. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présent. Philippe Berenguer. Présent. Karine Lorteau a donné son pouvoir à M. Fabrice Cassada. Edgar Massia. Présent. Mathilde Dustin a donné son pouvoir à M. Olivier Colesso. Jean-Paul Algaron. Présent. Catherine Chevalier. Présent. Philippe Tadjilzik. Présent. Michel Romagniec. Présent. Ahmed Saïd. Pierrette Munier. Présent. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présent. Grégory Atepa. Présent. Et Gaël Bouvier a donné son pouvoir à Madame Munier. Faire tourner la feuille de lettres. Nous allons désigner un secrétaire de séance, Monsieur Alexandre Bouzet, volontaire. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Approbation du PV du Conseil municipal du 2 mars 2021. Donc vous l'avez reçu en même temps que les convocations. Y a-t-il des remarques sur ce PV? Non, il vous convient, donc on va proposer son approbation. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Tous les 5? Oui, je vois pas bien, tous les 5. Et qui est pour? Merci. On attaque avec l'ordre du jour proprement dit, en commençant par la validation du marché des espaces verts. Alors, le marché des marchés de manière générale, c'est une compétence qui a été déléguée à Marne-et-Gondoire. C'est donc la commune qui formule ses besoins, mais c'est Marne-et-Gondoire qui transforme un peu les besoins de la commune en documents juridiques et qui procède à l'instruction des appels d'offres. Ce marché donc, concerne l'entretien et les travaux d'espaces verts du patrimoine arboré de la commune. Donc tout ce qui concerne les tontes, les tailles, les élagages. Et c'est passé, donc le rapport d'analyse d'offres est passé en commission d'appel d'offres qui a retenu parmi deux candidats Saint-Germain-Paysage. Donc il s'agit maintenant, avant que le marché soit notifié à Saint-Germain-Paysage, que le conseil municipal valide la décision de la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Munier. Je vous ai mis un micro. Pardon? Je vous ai mis un micro. Je voudrais que on modifie la délibération Je vous écoute. parce que c'est marqué un accord cadre. Alors il y a une partie qui est marquée annuelle et l'autre partie qui est marquée pour 4 ans. Il faudrait qu'on marque les deux de la même façon. D'accord, donc on va reformuler cette Donc partie-là. on va tout prendre sur 4 ans. Alors, Un bon de commande pour 200 000 € hors taxe et une partie forfaitaire pour 600 000 € hors taxe pour 4 ans. ce que vous voulez dire qu'on fasse le détail à l'intérieur du code de la délibération. C'est-à-dire que les deux parties soient par an, soit pour 4 ans. Mais pas un pour un an et l'autre pour 4 ans. La même durée Non, pour les deux. Pour la même durée, si vous voulez, pour les deux parties. Non, mais l'ensemble, c'est 4 ans. Les 50 000, c'est annuel, c'est le volume Oui, mais annuel. là, il y a écrit une partie à bonne commande d'un montant maximum annuel de 50 000 €. Oui. Oui. Et Chaque après, année, et maximum une partie 50 000 forfaitaire pour et le une contrat durée de lui-même, 4 ans. le marché lui-même durera 4 ans. Je veux juste que les deux soient marqués pour 4 ans ou pour un an, comme vous voulez. Bon, donc, si vous trouvez que ce n'est pas assez clair, C'est ok, tout. on va reformuler ce point-là. Voilà. À part ce point de formulation, ça vous convient? Très bien. Donc je propose
de mettre la délibération au vote, donc afin de valider la décision de la commission d'appel d'offres du 18 février 2021 concernant l'attribution du marché numéro 200402 pour l'entretien et les travaux des espaces verts et du patrimoine arboré de la commune Champoux-Menté. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Nous passons au point suivant, qui est la validation des actions du CRTE. Le CRTE, je ne suis pas certain que j'en ai déjà parlé en conseil municipal. Pour faire simple, si c'est possible, parmi toutes les subventions qu'une commune est en droit de demander, il y a des subventions qui sont demandées au département, d'autres à la région et d'autres à l'État. On connaît la DETR, la DSIL, etc. L'idée du CRTE, enfin, l'un des axes du CRTE, c'est de faire en quelque sorte de l'agglomération, en tout cas des agglomérations qui sont éligibles à le faire, en faire une sorte de guichet unique. C'est-à-dire que à terme, les demandes de subventions faites auprès de l'État seront portées par l'agglomération. Donc l'agglomération a des demandes de subventions pour elle-même, pour les syndicats qui y sont associés, comme le SIAM, le CITREN ou même l'Office du tourisme, mais il en va de même pour les communes. Alors il s'agissait de se prononcer assez rapidement, parce que c'est un mécanisme qui a été annoncé fin décembre. Il se trouve que pour qu'une agglomération soit éligible à ce mécanisme, il faut qu'elle remplisse certaines conditions en matière d'environnement, de documents d'urbanisme, ce qui était le cas pour Marne-et-Gondoire. Donc Marne-et-Gondoire a réuni un bureau des maires début janvier pour juger de l'opportunité d'adhérer ou pas à ce mécanisme. Il a finalement été décidé d'y adhérer. Voilà. Ce qui fait que dans un délai assez court, finalement, les communes ont dû matérialiser des demandes, des besoins, en fait, qui ensuite sont portés par Marne-et-Gondoire pour obtenir du financement. Alors les conditions de ces subventions ont un petit peu évolué de mois en mois, c'était un petit peu complexe. Là, au départ, on était parti sur un plan pluriannuel de 6 ans, ce qui est quand même un petit peu délicat pour les communes de s'engager. Finalement, l'État revient un petit peu en arrière. Il considère que le mécanisme du CRTE doit être divisé en 2 phases. Une phase action, donc là qui sont vraiment des demandes de subvention pour des projets bien précis, et une autre phase plus dans les orientations, qui fera l'objet d'une instruction ultérieure aux alentours de 2023. Donc on joue le jeu. Là il s'agit aujourd'hui en conseil municipal, pas de valider le mécanisme du CRTE par lui-même, mais de valider les demandes qui ont été faites au nom de la commune dans le cadre du CRTE. Alors CRTE, le TE c'est transition énergétique. Donc c'est important de proposer des actions qui rentrent dans ce cadre-là. Parce que la liste des actions qui peuvent être éligibles à des subventions est limitative. Non seulement limitative, mais en plus fait l'objet d'arbitrages au niveau de l'État qui sont assez fluctuants. Vous vous souvenez que la commune s'était engagée très tôt dans l'évolution de son parc de lampadaires afin de réaliser des économies d'énergie sur le poste électrique. Donc c'est pourquoi sur les fiches actions, on a mis en avant le remplacement des lampes à sodium ou d'anciennes technologies par l'éclairage à LED. Alors là, on voit que les parties 2021-2022, puisqu'on est dans ce que je viens de décrire, dans la phase action, mais dans la phase orientation, nous avons bien sûr prolongé ces volontés d'investissement en matière de luminaire jusqu'en 2025. Alors, par tranche, donc forcément, en parallèle, la commune a demandé à Marne-et-Gondoire de lancer un marché de telle sorte que les différentes tranches soient octroyées au mieux disant. Le marché est en cours, ce sera un marché, pour ceux que ça intéresse, avec tranche optionnelle, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas que la commune s'engage dans un mécanisme qui la lie. Donc la première tranche ne fait pas l'objet de marché, puisque nous avons déjà obtenu une subvention de l'État au titre de la DSIL à hauteur de 80%. Donc toute la partie 2021, ça c'est bouclé. Et le premier marché commencera à partir de 2022 et les années suivantes feront l'objet de tranches optionnelles. Donc ça c'est un sujet qui reviendra en commission des appels d'offres rapidement je pense. Je ne connais pas les délais vraiment d'instruction de Marne-et-Gondoire. Donc voilà, donc ça c'est une première action. La deuxième action qui a été proposée, c'est une action qui vise à l'amélioration
de l'efficacité énergétique du bâtiment des Loupiots. Le bâtiment commence à être ancien, il y a des pertes thermiques assez importantes, donc l'objet est de remplacer les ouvrants anciens par de nouveaux, plus efficaces énergétiquement. Donc voilà les deux actions que la commune se propose dans le cadre du CRT. Y a-t-il des questions? Non? Donc si ces actions vous conviennent, on va passer au vote. Alors, le Conseil va décider de présenter la liste des actions annexées au CRTE, donc c'est les deux actions que je vous ai présentées, d'autoriser le maire à signer le CRTE avec l'État et tous les documents afférents, d'autoriser le maire à demander des subventions aux différents partenaires. Alors, ça c'est un point qui est important parce que quand on arrive dans une municipalité ou dans n'importe quelle autre institution qui est éligible à des subventions, et il faut toujours comprendre qu'on ne sait pas toujours par quel bout commencer, parce qu'il est toujours possible pour un même projet d'avoir des subventions d'origine diverses. Bien entendu, là, quand on commence en CRTE, via le CRTE, à demander des subventions d'État pour un certain pourcentage, la partie qui reste à financer, la partie autofinancement, peut tout à fait également faire l'objet de subventions qu'on pourrait demander peut-être à la région ou à un autre partenaire. Donc, par-dessus le CRTE, vous m'autorisez aussi à faire des demandes de subventions qui seraient connexes. De dire que les crédits seront prévus au budget 2021 et suivant. Alors pour 2021, c'est facile, puisque la première tranche de 40 000 € TTC est subventionnée à 80%. Donc il n'y a pas vraiment de conséquences budgétaires très importantes. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Très bien, merci. Alors, information sur les décisions du maire. Alors, je ne vais pas faire tout le détail des conventions de cascadeurs, parce qu'il y en a un certain nombre. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des questions à ce sujet. Alors, en période de confinement, les secteurs qui souffrent le plus sont bien entendu les restaurants, on le sait tous, le domaine culturel également. Et il est très très important, quand on le peut, d'aider les professionnels du monde de la culture, du divertissement, à maintenir une activité. Il se trouve que Chanteloup-en-Brie, ça peu de gens le savent, est une grande terre de cascades. Il y a une fille du pays, une jeune fille qui a 25 ans, 25-26 ans, qui est née à Chanteloup, donc une vraie Chanteloupienne, qui est cascadeuse professionnelle, qui se produit dans des productions audiovisuelles de renom, et qui nous a demandé s'il était possible, pendant le confinement, puisque de nombreux équipements publics n'étaient plus ouverts ni aux enfants ni aux adultes, malgré tout, de maintenir leur activité en s'entraînant sur la commune. Nous avons bien sûr accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Donc voilà de quoi il s'agit pour ce qui est des cascadeurs. J'ai raté une ligne. La première ligne, c'était convention d'honoraires cabinet avocat. Donc c'est une convention pour un conseil juridique que nous passons avec un cabinet d'avocats pour un montant horaire de 220 € hors taxe. 200? Oui, pardon. Combien vous avez dit? C'est écrit dedans, 220 € hors taxe. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pour l'avocat. Oui, c'est un avocat, bon, c'est des tarifs, c'est malheureusement très onéreux. Alors moi je voulais qu'on ait un accord cadre, de telle sorte que lorsqu'on a des besoins de conseils, on puisse rapidement bénéficier de services. Contrat d'assurance véhicule Renault Clio, donc vous vous rappelez, il y a eu une question qui a été posée lors du précédent conseil municipal. Donc il y a la Clio, la directrice générale du service, qui a été rendue, remplacée par une nouvelle, et la Twingo qui a été remplacée par un camion. Donc ça, il s'agit du contrat d'assurance véhicule Renault Clio, pour le montant est indiqué, pour un montant de 486,31 € pour les gens qui nous suivent en vidéo. Avenant au contrat Arpège. Arpège, c'est la solution métier du portail famille. Voilà, donc c'est un avenant qui permet à 2 utilisateurs supplémentaires d'administrer, je parle sous le contrôle de M. Bouzet, d'administrer l'application, le logiciel, et d'être en contact avec le prestataire. Convention VFF, mise à disposition du terrain de foot. Donc le VFF, c'est le Val-de-France Football, c'est le club de football qui est commun entre 3 communes du territoire élargi, disons, Chanteloup-en-Brie, Montébrun et Chesky. Donc on a refait le terrain, il ne s'agit pas
Ce terrain de foot sera à disposition de l'école primaire et du VFF via une convention qui fixe le cadre d'utilisation, d'entretien, etc. Donc c'est une convention. Rappelez, il y avait un règlement d'utilisation du terrain de foot qui a été voté lors du conseil municipal précédent. Contrat de location longue durée, véhicule Renault Clio, alors ça c'est le camion qui remplace la Twingo. Et ensuite c'est la cascade. Voilà. Y a-t-il des questions sur les... Oui, monsieur Ateba? Oui, en fin de compte, donc vous avez expliqué les Je vous conventions. entends pas très bien. Vous avez expliqué les conventions des partenariats cascadeurs, mais c'est juste, alors j'ai peut-être pas compris, excusez-moi, mais c'est le coût de ces conventions. Il y a pas de gratuit, coût, nous mettons gracieusement à disposition des équipements D'accord. publics. C'est notre façon de soutenir la culture et l'industrie du divertissement. Donc il y a l'assurance de la commune, il y a l'assurance de la commune qui... Ils ont leur assurance. D'accord. Pour la partie qui les concerne, la partie cascade. Pour la partie bâtiment, etc., bien sûr, c'est couvert par le multirisque que l'on a signé, vous vous rappelez, 27 000 euros. Enfin, Et c'est pareil pour le terrain de foot, du coup, la mise à disposition. Le terrain de foot, pareil. Il est inclus dans notre contrat multirisque, mais par-dessus, VFF a sa propre police d'assurance pour les risques qui sont propres à la partie du foot. Décision de non-préemption urbaine. Alors, on a bien mis l'adresse cette fois-ci, la référence cadastrale et le prix. Donc, je pense que là, les informations sont correctes. Vous voulez qu'on énumère, qu'on en fasse le détail ou non? Donc, voilà pour les décisions, informations sur les décisions du maire. Nous passons au point 3 de l'ordre du jour, modification du tableau des emplois. Donc, on ne revient pas sur en quoi consiste le tableau des emplois, puisque maintenant, c'est un classique du conseil municipal. Je vais juste vous donner le détail des deux lignes. Donc en filière administrative, rédacteur principal deuxième classe, on passe de 2 à 0, donc il y a 2 suppressions dans ce grade. Il s'agit du poste de DGS et de l'ancien directeur du service enfance. Puisque le nouveau directeur du service enfance est recruté mais à un grade différent. Et ensuite, il y a 2 suppressions au grade d'adjoint technique. Ça, il s'agit d'avancement de carrière. Donc, ce n'est pas des postes qu'on supprime, mais c'est pour permettre à des agents d'évoluer dans leur carrière. J'ai juste une question par rapport du coup, votre recrutement du nouveau directeur du service enfance. Oui. C'est un choix de la collectivité d'avoir pris quelqu'un au grade inférieur? C'est dans sa carrière. Il s'est présenté à nous dans ce grade, donc on le prend. D'accord. Alors pour information, c'est quelqu'un qui est très qualifié. Hein. Il est directeur de service. Je vois M. Cassada qui opine du chef. Alors j'ai plus les collectivités. Peut-être qu'à la limite, M. Cassada, vous pouvez peut-être le présenter. Il a précédemment œuvré, entre autres, à Champigny-sur-Marne. Il était adjoint directeur de l'enfance actuellement au pavillon sous-bois depuis 5 ans. Donc c'est une progression logique dans sa carrière et c'est logique aussi qu'il vienne d'un échelon inférieur. D'accord. Parce qu'il y a une directrice qui est en congé de maladie au centre de loisirs. Son poste, alors, il est conservé ou pas? Vous êtes obligé de le conserver. De toute façon, si les postes sont obligés d'être conservés, ils sont conservés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas sérieusement fonctionner sans directeur du service enfance. Coordinatrice. Il y a une directrice Mais elle est au revenue? centre de loisirs qui Non, a elle une revient au mois maladie. Au mois de septembre. Elle reviendra au mois de septembre. On est obligé de conserver son poste. Non, mais Oui, mais elle était désignée comme coordinatrice, pas comme directrice du Mais service elle est sur un enfance. poste de quel grade? Ce qui compte, c'est le grade. Alors je vous rassure, mais moi j'ai pas le détail, hein, je ne suis pas dans le détail des RH, mais on ne supprime pas de poste. Hein. Notre directeur des ressources humaines maîtrise tout ça, bien entendu. C'était fait pour que ces personnes qui ont vocation à revenir puissent. Là, monsieur, les coordonnatrices, ça dépend de son grade. Oui, bien sûr, non, mais tout à fait. Il y a bien une différence entre le grade et la fonction, effectivement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté. Ok. On a encore une deuxième. Alors, attendez, on n'a pas. Donc ça, il n'y a pas matière à vote. Modalité, point 8 d'attribution des tickets restaurants. Alors là, il va falloir voter. Alors les tickets restaurants, c'est une rémunération complémentaire qui est offerte aux agents, mais en fait qui est assez complexe à mettre en œuvre. Enfin bon, nous en arrivant, on a eu du mal à savoir comment ils étaient donnés, dans quelle mesure, etc. Donc on a voulu mettre un petit peu de clarté dans ce système. En plus, des agents en fait n'ont pas envie d'avoir le ticket restaurant parce que... Excusez-moi. On n'a pas voté, On n'a pas voté les la emplois.
Ah voilà, c'est ça qui me manquait, excusez-moi, j'étais encore sur les décisions. Alors pour le tableau des emplois, pour la modification du tableau des emplois, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Nous revenons donc à nos tickets restaurants. Donc j'étais en train de dire qu'il y a des agents de la commune qui ne souhaitent pas avoir de tickets restaurants puisqu'ils contribuent quand même pour moitié à la valeur faciale. Donc on a, vous le voyez dans le détail de la note de synthèse, on met en place un système qui va permettre aux agents de décider ou pas de toucher les tickets restaurants. Voilà, ça c'est une chose. Et on met aussi en place des règles d'octroi du ticket restaurant de telle sorte que ce soit à la fois facile à gérer pour les ressources humaines et clair du point de vue des agents. Donc je vais lire ce qui est dans la note de synthèse et on procédera au vote s'il n'y a pas de questions. Il est proposé au conseil municipal de modifier les modalités d'attribution des tickets restaurants de la façon suivante. Les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont les agents titulaires ou stagiaires en activité appartenant à la collectivité. Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent sont exclus des personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative. Ces agents bénéficient de repas commandés par la commune. La valeur nominative du ticket restaurant. La valeur nominative du ticket restaurant est fixée à 8 €, avec une contribution de l'employeur à hauteur de 50%. La participation de l'agent s'effectuant sur les 50% restants. Participation directement effectuée sur la fiche de paie. Le forfait mensuel. Pour les agents bénéficiant des tickets restaurants sur la totalité de l'année, un forfait de 18 tickets restaurants mensuels leur est délivré, sur la base d'une moyenne comprenant les congés annuels. Pour ce faire, le temps de repas devra être compris dans l'horaire du travail journalier. Seuls les agents qui effectuent au minimum 6 heures de travail effectif par jour, avec une pause d'une durée d'au moins 20 minutes, bénéficieront d'un titre de restaurant par jour de travail. Les temps partiels, bien que bénéficiant du principe d'égalité de traitement avec les salariés exerçant une activité à temps plein, ne peuvent prétendre au bénéfice des titres restaurants qu'à la condition que le repas soit pris dans l'horaire de travail et qu'il ne se situe ni avant ni après la fin du travail. Les cas de non-distribution et de remise de tickets restaurant. Pour chaque jour d'absence, une demi-journée étant comptée comme un jour entier, un ticket sera déduit du solde mensuel. Les absences suivantes suppriment l'attribution journalière du titre restaurant. Congé maladie et accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et de paternité, absence non justifiée, autorisation spéciale d'absence, jour de garde d'enfants, grève, stage, congé de formation si pris en charge par l'organisme de formation. Sont donc décomptés les repas pris en charge dans le restaurant scolaire ou via une note de frais. Toute absence fera l'objet d'une retenue le mois suivant. Modalité d'attribution. La souscription est volontaire. Elle est valable pour une année civile complète du 1er janvier au 31 décembre par le biais d'une fiche d'inscription annuelle. Les titres restaurants seront remis à la fin de chaque mois avec la fiche de salaire. Chaque agent signera personnellement un état récapitulant le nombre de tickets remis. Ce nombre de tickets prendra en compte les absences du mois précédent. Chaque agent est entièrement responsable de l'utilisation de ces tickets restaurants. La collectivité décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Donc voici les conditions d'attribution du ticket restaurant que nous proposons et qui sera soumis donc au vote de l'Assemblée délibérante. Qui serait contre? Non, oui, monsieur Ateba. Juste, dans le cadre si des agents sont en télétravail, donc sur le temps entre 10h et 17h, est-ce qu'ils bénéficient d'un ticket restaurant? Oui, moi je dirais non. Vous voulez que ce soit ajouté dans le... Je ne sais pas, parce que c'est sur le travail, ils sont dans le cadre du travail, mais ils sont en télétravail pour des raisons... Non, mais c'est pas bête, parce qu'effectivement, on n'a pas encore intégré le fait que le télétravail, finalement, c'est un mode de travail qui est de plus en plus... Je rajoute ce point, je trouve cette remarque. Je pense que oui, parce que s'ils viennent travailler à Chanteloup et qu'ils bénéficient d'un ticket restaurant dans... Attendez. Ce que vous voulez dire, c'est que les gens qui sont en télétravail devraient avoir un ticket restaurant? Je pose la question dans le cadre du télétravail. Les gens travaillent sur site en direct, ils bénéficient d'un ticket restaurant. Mais le principe, c'était parce que le ticket restaurant est nécessaire, parce que les gens qui ne sont pas chez eux doivent aller au restaurant, oui, etc. Mais
c'est une participation de la collectivité pour permettre aux personnes d'avoir un. Alors c'est pas, ouais, mais d'accord, c'est pas un revenu complémentaire, c'est pour permettre aux agents qui ne peuvent pas manger chez eux de ne pas le faire à un coût trop dispendieux, puisqu'on sait bien que manger extérieur c'est plus cher que de manger chez soi. Alors c'est une question intéressante, moi je propose de la soumettre au vote. Moi je serais plutôt pour que les personnes en télétravail n'aient pas de ticket restaurant. Voilà. Mais les deux points de vue se valent. Donc je propose de mettre au vote, puis selon le résultat du vote, on modifiera la délibération en conséquence. Qui serait du point de vue de M. Ateba? C'est une question ouverte, hein, votez vraiment en conscience. Hein, là, il n'y a pas de logique opposition, majorité-minorité, il faut vraiment voter en conscience. Qui serait pour que les agents en télétravail touchent des tickets restaurants? Alors, bon, très bien. Alors attends, on va compter. 1. Ah oui, c'est vrai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y avait pas de pouvoir là-dedans. C'est bon, donc on a 11. Alors, qui serait pour que les agents en télétravail ne touchent pas de tickets restaurant? Ça, c'est bien ça alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Bon, bah. Donc on va modifier la délibération dans le sens du vote. Merci en tout cas M. Ateba d'avoir ouvert la question, parce que c'est quelque chose à côté duquel on était passé. Nous en avons fini pour les délibérations concernant les ressources humaines. Et nous attaquons les questions financières. Nous attendons tous avec impatience. Par contre, on n'a pas voté sur cette délibération. On a voté que le... Autant pour moi. Alors qui serait, donc compte tenu de la modification que l'on vient de faire, qui est importante, qui serait contre ces conditions d'attribution des tickets restaurants? Qui s'abstiendrait? Qui serait pour? Merci. Ça, c'est vraiment sympa de fonctionner comme ça. Donc nous attaquons les points budgétaires par le point 9 qui concerne le réaménagement des prêts de la Caisse d'épargne Île-de-France. Alors je vais passer la parole à M. Cambou. Vous avez trouvé sur votre table en arrivant le projet de délibération auquel j'ai rajouté plus de détails concernant le prêt. Ça nous paraissait judicieux. En fait, bien que ce soit dans la note de synthèse et dans le contrat que vous aviez pas dans la note de synthèse, mais dans le contrat qui avait été joint en pièces complémentaires, c'était pas mal de faire un petit résumé des points importants, des caractéristiques principales du prêt. Donc voilà, c'est sur la base de cette délibération-là en fait que l'on votera tout à l'heure. Monsieur Cambou, je vous donne le micro quand même, parce que vous avez... Voilà. Et mettez bien le micro au contact. Très bien, monsieur le maire. Voilà, alors donc la délibération qu'on vous propose d'examiner maintenant concerne donc le réaménagement de la dette. Alors, à Chanteloup, l'encours de la dette est d'environ 3,5 millions. Alors, on a reçu une offre de la Caisse d'épargne avec qui on a 3 lignes d'emprunt. Donc la proposition nous paraissait intéressante. Donc il s'agit en gros donc de fusionner 3 emprunts. Quels sont les emprunts concernés? Il s'agit d'un emprunt qui a permis de financer la construction du Contou, un emprunt qui a été souscrit en 2009. Dans l'encours, au 1er janvier 2021, était d'environ 1,3 million. Ensuite, il y a un emprunt qui concernait des travaux de réhabilitation du Loupio, emprunt souscrit en 2010, avec un encours en début d'année de 295 000, et ensuite un emprunt de 2016 qui a permis de financer l'extension du Contou. Voilà, alors donc ces 3 emprunts représentent 75% de l'encours de la dette, et avec une annuité d'environ 241 000 euros. Donc le refinancement donc, a pour objectif donc, de réduire le volume de l'annuité. Donc on va passer de 241 000 à 86 000 euros. Alors comment ça se passe?
Donc toute opération de réaménagement se traduit donc par des indemnités, vous le savez, des indemnités, des pénalités. Donc ces pénalités, il y a deux solutions, soit on les paye en cash, soit on trouve des modalités pour absorber ces pénalités. Alors la proposition faite par la Caisse d'épargne était donc de capitaliser une partie des pénalités à hauteur de 144 000. Ça veut dire que l'encours de la dette va augmenter de 144 000 et l'autre partie qui représente 78% de la pénalité, donc plus de 500 000 euros, et ensuite est intégré dans le taux. Voilà, donc ça c'est des mécanismes subtils de refinancement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors au total, on va se retrouver avec un prêt unique, avec un taux de 1,57% sur 21 ans. En moyenne, la durée de la dette augmente de 5 ans. Alors pour rappel, les trois précédents prêts qui sont donc fusionnés, hein, donc le prêt du Contou était à un taux de 4%, et le prêt du Loupio 3,72, et le prêt de l'extension du Contou c'est 1,66. Voilà, alors donc voilà. Bon, ça c'était également en ce qui me concerne un engagement de campagne. Le taux, le prêt de 4%, le taux relativement aujourd'hui assez élevé. Hein. Donc voilà, donc il me paraissait nécessaire. Voilà, ça a un coût certes, mais le coût est dilué par le nombre des années. Et ensuite, ça nous permet de retrouver un certain marge de manœuvre. Voilà, je pense que c'était une nécessité pour la commune de s'engager dans cette voie. Et puis, réaménager une dette, c'est quelque chose de classique pour une collectivité. Hein. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a parfois besoin de retrouver des leviers financiers. Et la gestion de la dette constitue un des leviers majeurs pour une commune, pour retrouver des capacités financières. Voilà. Si vous avez des questions. Je voudrais juste faire une remarque. Je me félicite que la Caisse d'épargne ait voulu renégocier celui à 4%, parce que jusque-là, on ne pouvait pas, parce que c'était à l'emprunt européen. Donc, elle ne voulait pas renégocier ce prêt. On s'en était déjà intéressé. Hein. Oui, bien sûr, madame. Alors, moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'effectivement, les choses changent et on a cette opportunité. Oui, et on a sauté dessus. Oui. Et on peut même dire que d'ailleurs, les conditions que la Caisse d'épargne nous avait offertes, parce que c'est un sujet comme vous, hein, qui nous intéresse depuis de nombreuses années, je crois que c'est notre premier rendez-vous d'élus que nous avons eu lorsque nous avons pris nos fonctions, et les conditions qui nous avaient été proposées à l'été 2020 n'étaient pas celles-ci. Et nous avons, je pense pas, c'est pas que le talent de négociation de M. Pambou, mais aussi les conditions financières qui évoluent. En tout cas, on a su surfer sur cette vague et faire bénéficier la collectivité d'un ballon d'oxygène financier dont on a un grand besoin. Voilà. Dommage que les pénalités soient si élevées. Les pénalités, si vous regardez bien, elles s'élèvent à 30 000 euros. Alors 30 000 euros sur 22 ans, ça fait quand même pas grand-chose par an. Et or, qui connaît les conditions de refinancement dans 5, 10, 15, 20 ans? Ce qu'on a fait ici, on peut le refaire dans 10 ans, on peut le refaire dans 20 ans. Donc l'intérêt, en fait, c'est que certes, sur 22 ans, ça va nous coûter 30 000 euros, mais là, les années qui viennent, les années où on a besoin d'argent, on en gagne qu'à 80 000. Quoi. C'est 144 000. 144 000. Non, mais la différence, quand vous regardez le coût de l'annuité avant et après, hein, on passe uniquement pour la partie caisse d'épargne, on passe de 241 000 euros annuels à 155 000. Donc c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est les années qui viennent. Parce que si on n'arrive pas à dégager suffisamment de marge de manœuvre financière, là on tombe dans le piège du surendettement en fait, puisqu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire face à nos obligations de refinancement de la dette. Il faut le savoir, c'est pas nouveau. Juste une remarque sur le prêt européen, c'est tout. Parce que jusque-là, c'était pas possible. Bon, en tout cas, on peut se réjouir que nous avons pu en sortir, hein, c'est l'essentiel. Les choses ont évolué du côté de la Caisse d'épargne. Oui, très bien. Monsieur Pambou, alors, je pense que tout le monde se réjouit de ce refinancement. Vous voulez rajouter quelque chose ou on passe au vote? On passe au vote. Bon, très bien. Alors, je garde le micro. Qui serait
contre cette proposition de réaménagement de la dette auprès de la Caisse d'épargne? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Et qui est pour? Merci. Nous passons au point suivant, le vote du coefficient de la TCCFE. Alors c'est un sujet que M. Pambou va aborder pendant la discussion d'orientation budgétaire. Donc ça concerne un coefficient multiplicateur qui entre en compte dans le calcul assez complexe de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Je vous repasse le micro, M. Pambou, vous nous expliquez le contexte. Très bien. Alors donc, lors de la présentation du ROB, comme l'a rappelé Monsieur le maire, j'ai fait état évidemment de la réforme de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Alors il faut savoir que nous, en tant que consommateurs particuliers, de même des entreprises, quand on paye une facture d'électricité, dedans il y a une taxe. Voilà, alors une partie de la taxe revient donc aux communes. Voilà, donc la commune de Chanteau perçoit évidemment une taxe qu'on appelle taxe sur la consommation finale d'électricité. Alors pourquoi il y a cette réforme? Pourquoi est-ce qu'il est important de délibérer sur ce coefficient qui rentre dans le calcul justement de cette taxe? Alors, donc il faut savoir qu'actuellement, dans ce calcul, en fait, il y a un coefficient. Il y a un taux, il y a une base qui est le volume d'électricité consommée, il y a un taux. Alors, donc le taux, les taux sont de 4, de 2 à 8,5. Alors moi j'ai mené une petite enquête, j'ai observé que la plupart des communes sont au taux maximum. 80% des communes de France. Voilà, on s'est procuré une liste, voilà. Et à Chanteloup, le taux est de 6. Alors, on pourrait rester à 6, mais ça va porter préjudice à la commune parce que par rapport à la réforme, quand la réforme sera mise en œuvre, elle prendra effet donc en 2023. En 2023, il sera plus possible, justement, d'ajuster le taux. D'accord? Et ensuite, le produit de la taxe, donc cette taxe, sera calculé sur la base du produit de l'année précédente. Donc ça veut dire que la réforme prend effet en 2023. En 2023, si on ne change pas le taux, ça veut dire qu'en 2022, on aura un produit fiscal assez faible. Et donc on va partir avec la réforme, avec des modalités de calcul imposées par l'État. Donc on aura, à partir de 2023 et les années suivantes, un produit faible par rapport aux autres communes. Donc moi, il me paraissait important de rehausser le coefficient, de faire un rattrapage pour partir en 2023 avec un produit fiscal comparable aux autres communes de France. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous propose de délibérer sur cette taxe. Et voilà. Donc nous avons jusqu'au 1er juillet pour délibérer. Donc pour passer ce coefficient à 8,5, qui est le taux maximum, ce coefficient rentrera en application au 1er janvier 2022. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt de suivre l'actualité en matière de loi de finances pour pouvoir saisir les opportunités et ensuite prendre des mesures qui s'imposent et ne pas passer à côté des choses. Très bien, M. Pambou. Y a-t-il des questions sur ce coefficient? Alors, je propose de passer au vote. Donc, pour passer le coefficient multiplicateur de 6 à 8,5, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Le point suivant, vote des taux communaux. Alors
ça a été un point qui a été... Je regarde le micro parce que c'est quand même plus politique que comptable. Alors, bien sûr, ça commence, le fait générateur est comptable, c'est qu'en fait, nous devons faire face à une situation financière qui s'est fortement dégradée en 2020 du fait de la Covid. Nous sommes la commune est sur une trajectoire budgétaire très dangereuse. Et l'un des leviers que nous sommes obligés d'activer pour remettre la commune sur les rails est bien entendu le levier fiscal. Vous vous souvenez ce qui a été expliqué lors du précédent conseil, lors de la discussion d'orientation budgétaire. La taxe d'habitation est supprimée à terme, en tout cas pour les résidences principales, et elle est compensée en partie par l'affectation aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Nous avons regardé avec M. Pambou les simulations qui ont été mises à notre disposition. Et si on laisse toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si le taux d'origine de Chanteloup c'était 30,70, si on rajoute les 18% de la part départementale, on est en fait bénéficiaire, mais le système est, on est surcompensé, mais en fait est compensé de nouveau pour nous enlever la part indue. Et du coup, quand on met tous ces mécanismes bout à bout, si on laisse les choses telles qu'elles sont, on est en fait, notre matière fiscale baisse de 30 000 €. Donc c'est vraiment pas du tout ce que l'on recherche. Donc de toute façon, il faut augmenter le taux le taux de manière au moins à conserver nos entrées fiscales. Et pour compléter les pertes liées à la Covid et nous permettre d'assurer la continuité des services publics, je propose de passer le taux à 51. Donc 51, c'est pas le taux communal, hein, c'est le nouveau taux qui inclut la part départementale. Voilà. Alors la taxe foncière sur les propriétés non bâties augmente aussi, mais ça c'est par un mécanisme qui fait que les deux sont liés. Hein, il y a un rapport entre les deux taxes, donc on ne peut pas augmenter l'une sans augmenter l'autre. Voilà. Monsieur Pambou, il y a des choses que vous voudriez rajouter? Alors pour mémoire, je pense que tout le monde était là au conseil précédent. Chanteloup-en-Brie, en fait, a une structure démographique, une structure économique qui est un petit peu particulière, qui fait que les prestations que l'on facture aux familles représentent une part très importante de nos recettes. La moyenne nationale, c'est 6%, mais à Chanteloup, c'est 13%. Donc lorsque les centres de loisirs sont fermés, lorsque les parents n'envoient plus leurs enfants à la cantine, les pertes sont très très importantes. Et c'est ce qui passait l'année dernière, puisque en 2019, en année pleine, la commune engrangeait en recettes pour les prestations facturées aux familles de l'ordre de 550 000 €. Or, l'année dernière, de mémoire, on est un petit peu plus de 300 000 €. Donc la claque est énorme. Or, quand on se souvient que pour faire face à nos obligations de remboursement financier, il faut qu'on systématiquement, chaque année, on dégage un excédent net d'exploitation de 250 000 € environ, c'est vraiment prendre là une trajectoire de faillite. Je vous donne la parole tout de suite, monsieur Attila. Or, il faut savoir que si ce n'est pas nous qui prenons la main pour augmenter notre fiscalité, pour piloter doucement un atterrissage en douceur et une remise sur les rails sur plusieurs années, c'est la Cour régionale des comptes qui risque de le faire. Et là, c'est souvent beaucoup plus brutal. Monsieur Attila. Oui, non, vous parlez des taux de 6% à 13% sur Chanteloup et la moyenne nationale. Juste par rapport à quelle strate exactement? C'est national ou c'est selon... C'est national. Donc c'est un peu faussé. C'est pas faussé du tout. Un sou, c'est un sou. Et ce que je veux dire par là, c'est que grosse collectivité. Si on vous diminue une recette qui représente 6% de vos revenus, vous perdez 3%. Non, si on diminue de moitié une recette qui représente 15% de vos revenus, on vous ampute 7,5%. Et ça, c'est valable pour une personne, pour 1000 personnes ou pour n'importe quelle strate. Là, c'est pas une question de strate. Non, parce qu'il y a des grosses collectivités. Vous prenez Marseille, vous prenez Lyon, où le taux de participation des familles pour les prestations sont moins forcément que ce qu'on propose à Chanteloup. Ça, c'est normal, c'est légitime. C'est légitime par rapport à la taille de la... Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, monsieur Atteba. On ne parle pas du niveau de facturation aux familles. Oui, on parle de la contribution des prestations facturées aux familles dans la part des recettes. Oui. La commune a 3 types de recettes principales. Sa fiscalité, 2,5 millions, les recettes que l'on facture, les recettes des prestations que l'on facture aux familles, environ 1,5 million, et après ce sont les subventions, les dotations, etc. Voilà. Donc si on était une commune avec une démographie normale, avec une structure comme d'autres, eh bien la partie, ces 500 000 € en fait, serait beaucoup moindre. Donc en fait, on aurait pu se permettre
d'être amputé d'une partie de ses recettes parce qu'elle représentait globalement moins. Là, on est dans des pourcentages. Ça n'a rien à voir avec le niveau de facturation. À Chanteloup, les prix sont très élevés parce que c'est comme ça. Le service enfance est déjà un service très subventionné. Hein, et donc, il n'y a pas la place pour augmenter plus qu'elles ne le sont les prestations. C'est pas une critique sur le coût des prestations, hein, absolument oui. pas. Là-dessus, je dis juste une grosse collectivité, je vais prendre Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, forcément, même si elles ont des pertes de recettes, c'est moindre malgré tout que pour nous qui sommes une petite collectivité. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand Marseille... Parlons par les strates, par la taille des collectivités. Non, ça n'a rien à voir avec la strate, pas du tout. Ça a à voir avec le poids que représente cette source dans l'ensemble des ressources. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est votre avis. C'est mathématique. Hein. Donc, voilà. Effectivement, vous savez, quand je parle avec mes collègues de Marne-et-Gondoire ou de Val-d'Europe, je dis, mais comment vous faites-vous pour faire face à vos pertes de recettes? Les pertes de recettes, elles ont été aussi vécues par toutes les communes. Ah oui, eux, si on prend ici, par exemple, qui ont des rentrées fiscales, malgré la fermeture de Disney, qui sont très importantes, parce qu'ils ont une base d'entreprise très très importante, 30 millions d'euros de base quand même pour la contribution des entreprises, c'est quand même incroyable. Voilà. Bon, eux, ils vont perdre, c'est une commune coloniale, ils vont peut-être aussi perdre 300 000 euros de recettes, mais 300 000 euros sur un budget beaucoup plus important que le nôtre, vous voyez. Une ville comme Croissy-Beaubourg, 2000 habitants, 10 millions de budget. Bien sûr qu'on ne parle pas du tout de la même chose, mais là, c'est pas lié à la strate, c'est lié à la part que représentent les prestations facturées aux familles dans l'ensemble des ressources. Y a-t-il d'autres questions? Non, moi, je voudrais faire une remarque. Vous êtes sûr de ne pas vouloir prendre le micro, Madame Munier? Je voudrais faire une remarque, c'est sur la délibération. Parce que, à mon avis, vu qu'on augmente le foncier bâti communal, la taxe, il faut que ce soit indiqué dans la délibération. Et ensuite, ça donne un taux avec le département de 51. Et c'est 51 parce qu'on passe de 30,70 à 33%. Il y a 2 et quelques. Il faut que ça soit bien écrit dans la délibération. C'est pas, moi je ne m'en cache pas, hein, je le dis devant tout le monde, nous augmentons la part communale de... Non, mais je ne dis pas que D'accord. vous cachez, vous venez de le dire. Voilà. Sauf qu'il faut que ce soit écrit dans la délibération. Comme je ne suis pas capable de vous répondre sur ce point, je passe le micro à M. Pambou. Alors, au 1er janvier 2021, le taux communal n'existe plus. D'accord? Donc, on a reçu, le taux communal n'existe plus. J'ai regardé les délibérations type du ministère, je suis désolée. Non, On vote moi-même, j'ai regardé des délibérations type. Moi-même, j'ai rédigé des délibérations qui ont été adoptées, qui sont parties en préfecture. Moi-même, j'ai adressé au service de l'État des projets de délibération qui ont été validés. Donc, le taux communal au 1er janvier 2021 n'existe plus. C'est remplacé par un nouveau taux de référence qui... Il existe puisque les communes peuvent le modifier. Non. S'il n'existait pas, elles ne pourraient pas le modifier. Non, on ne peut plus modifier le taux communal. Mais certes, vous avez raison, quand on modifie le nouveau taux de référence, si vous voulez, on peut en faire la traduction de ce que ça coûte, de ce que ça pèse sur le taux communal. Mais le taux communal en soi n'existe plus. Sur les états fiscaux 1259, c'est le taux de référence qui est le nouveau taux de référence qui sert de base justement à l'augmentation des taux. Donc par ailleurs, c'est le coefficient d'augmentation au niveau de la taxe foncière bâtie. C'est ce coefficient qui est également utilisé pour faire évoluer la taxe foncière non bâtie. Donc le taux communal ne sert plus, voilà, ne rentre plus. Voilà. Après, je peux vous donner l'information, c'est que à partir de l'année prochaine, il y a certains critères de péréquation. Vous savez, le potentiel fiscal, le potentiel financier seront en fait restructurés sur la base de cette réforme. Voilà, donc si on avait fait apparaître le taux communal, ça aurait été invalidé par... on courait le risque d'une invalidation par les services préfectoraux.
Dans les textes, il est écrit que la commune peut toujours modifier son taux, le baisser ou l'augmenter. Voilà ce qu'on va faire. J'apporte juste une information à la discussion. Là, j'ai devant moi le formulaire numéro 1259, donc qui vient des services financiers de l'État et dans lequel on met les... Vous avez les états 1259 déjà? Oui. Pourquoi on n'a pas connaissance pour voter les taux? Alors ça, c'est fort. Alors là, Madame Meunier, vous faites Vous avez les l'observation. détails, donc les bases, vous les connaissez. Oui, Madame On Meunier. aurait pu être quand même Madame informé Meunier, des bases. vous étiez dans la majorité lors du mandat précédent. Alors, en 6 ans de mandat, je me rappelle que, Dès qu'on avait les taux, que l'imprimé 1259, on les 1259 votait. n'a été présenté aux élus qu'une seule fois. Qu'une seule fois, j'ai eu accès à l'état 1259. Alors, donc, je pense que vous êtes malvenu. Ce que je voulais vous dire, dans l'état 1259, on ne voit plus du tout apparaître la part communale, il n'y a qu'un seul taux. Mais ce que je vous propose de faire pour que le débat soit tranché meilleur sereinement, c'est que demain, j'appelle les services de l'État, ils nous diront comment présenter la délibération. Une information, on vote 51%, je ne vous ai pas dit le contraire. oui, non, mais Mais c'est une information dans la mairie que c'est 51% parce que Monsieur c'est Pambou. 33. Non, mais là, Parce que c'est 33 plus 18. là, on a une divergence sur la présentation, sur la rédaction de la délibération. Donc, Exactement. exactement. Donc là, comme on n'est pas en situation de trancher ce différend sur place, je vous propose de contacter les services de l'État. Sauf que vous donnez jamais suite. C'est un point qui n'appelle pas de discussion en ce qui me concerne. Moi, j'ai déjà pris la tâche des services préfectoraux. D'accord? Donc, j'ai fait délibérer une commune de la taille plus importante que Chanteloup, et en fait, ce modèle de délibération que nous avons rédigé, en fait, je me suis servi d'un projet de délibération que j'ai soumis à une collectivité. Donc, un modèle qui a été validé par un service de la fiscalité directe locale. Voilà. Donc, je veux dire que si nous avions fait apparaître le taux communal initial, on courait le risque de se voir réformer la délibération. Cette délibération, je vous le dis, de toute façon, elle sera adressée au contrôle de légalité. S'il y a une observation ou une invalidation, je peux vous dire que vous serez informé. C'est D'accord? pour information. Oui. On vote 51%, mais vous devez dire comment vous arrivez à 51%. Non, mais l'imprimé 1259 ne fait pas état du taux communal. Vous le connaissez, l'imprimé. Il y a des redoutes à remplir. Donc, évidemment, si vous voulez, en introduction, Oui, mais le chanteur Michel, il ne va pas payer 51%. en note explicative, je reconnais que vous avez peut-être raison. On aurait pu être plus explicatif en exposant la réforme. Et voilà, certes, on est allé à l'essentiel, mais ce que je voudrais dire, c'est que lors du DOB, le sujet a été expliqué. Je pense que tout le monde a compris. Non, mais sur la présentation des taux, bon, comme M. Pambou le dit, on va le garder comme ça. En revanche, on peut ajouter les délibérations, le texte qui est dans la note de synthèse, qu'en dites-vous, puisque ça explique bien le mécanisme qui fait qu'on rajoute les 18% de la part. Donc ça, ce bout de texte explicatif, je vous propose de le rajouter en faisant un considérant. Voilà. À taux constant, on aurait voté 48,70%. Oui, tout à fait, mais c'est ce que j'ai dit en introduction. Donc la différence entre 51 et 48,70%, c'est l'augmentation des chantelouquiens de l'APF. Mais est-ce qu'on a dit le contraire? Est-ce que j'ai dit le contraire devant la caméra? Je le répète. On vient de dire que les 18%, c'est la part départementale. Des délibérations qui ne sont pas du tout comme vous dites. Ouais. En tout cas, moi je vous propose d'ajouter un considérant qui reprend le texte de la note de synthèse, qui me paraît bien clair, et de conserver les lignes de taux telles qu'elles sont, puisque vous me dites, M. Pambou, qu'il y a une garantie au niveau de la légalité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire sur cette délibération? Non, bon, je propose de la... Juste, oui, puisque vous avez les états 1259, est-ce qu'on pourra être informé des bases, s'il vous plaît? Je ne pense pas que ça pose de problème. En fait, les bases, vous les avez. Si vous regardez le budget, vous l'avez reçu.
Vous avez reçu le budget, comme vous le savez, en dernière page. Enfin, dans les dernières pages, vous savez, vous avez les bases, hein, vous avez les bases notifiées, vous avez des évolutions en base, vous avez des évolutions également en taux. Donc les bases, vous n'avez pas l'imprimé 1259 certes, mais vous avez suffisamment d'éléments sur l'annexe 4 du BP. Hein. Voilà. Donc, vous avez les éléments. Oui, La page 98 du budget du dans le BP. budget. Mais est-ce que c'est les nouvelles bases? Oui, c'est les nouvelles des bases. simulations. Non, c'est les nouvelles bases. Vous voyez, quand dans les accords, on ne sait pas. Non, mais vous avez été aux finances, vous le savez, c'est des nouvelles bases. Si on n'avait pas eu connaissance des bases, on aurait neutralisé la rubrique base. Mais là, c'est les bases, ce sont les bases. Oui, c'est ça, 5 188 000, par exemple, pour la taxe foncière bâtie. Non, c'est moi qui ai saisi, l'annexe. Et donc, évidemment, j'ai travaillé sur la base d'imprimer 1259. Voilà. Bon, très bien, M. Bambou. Donc, toutes les bases sont connues de tous, c'est une très bonne chose. Donc, nous allons pouvoir procéder au vote, si vous le voulez bien. Qui serait contre cette délibération qui porte le taux, les taux de taxe foncière sur la propriété bâtie à 51%, la taxe foncière sur la propriété non bâtie à 66,38%. 5 contre. Qui s'abstiendrait? Qui serait pour? Merci. On avance au point numéro 12, reprise anticipée du résultat 2020. Alors, habituellement, au cours du conseil où a lieu le vote du budget, hein, on procède également préalablement au vote du compte administratif. Donc, compte administratif, c'est le bilan, en quelque sorte, de l'année qui a précédé. Alors, donc, cette année, nous n'avons pas été en mesure de sortir le compte administratif donc, dans les délais habituels, en raison du changement au niveau de la commune de Chanteloup de notre logiciel comptabilité. Donc on est passé d'une version à une autre avec une interface qui est un peu différente. Donc il fallait s'approprier de nouvel outil. Alors, autre raison, c'est que la commune de Chanteloup était rattachée à la trésorerie de Bussy-Saint-Georges. Vous le savez certainement, la trésorerie de Bussy-Saint-Georges a fermé. Et donc, la compétence a été transférée à Chelles. Donc, la commune de Chanteloup est rattachée à la trésorerie de Chelles, qui est désormais notre comptable assignataire. Et ce changement s'est traduit par des difficultés techniques qui ont entravé le fonctionnement du service financier. Voilà. Mais néanmoins, le CGCT prévoit, en l'absence du vote du CA, d'effectuer ce qu'on appelle une reprise anticipée des résultats. Donc, nous allons procéder à cette opération. Alors, les résultats 2020, en section de fonctionnement. En recette, on a obtenu 3 782 939,94. En dépenses, 3 818 203,13 centimes. On a un résultat déficitaire de l'exercice 2020 en fonctionnement de 35 263,19. Le résultat reporté de l'année antérieure était de 744 920,73, ce qui fait un résultat de clôture en fonctionnement de 709 657,54. En section d'investissement, en recette, on a produit 741 134,96. En dépenses,
763 261,58. Le résultat d'investissement de l'exercice 2020 est déficitaire de 22 162,62. Le résultat d'investissement antérieur était de 209 080,79. Ça nous fait un solde d'exécution, c'est-à-dire un résultat de clôture de la section d'investissement de 186 954,17. Il reste à réaliser. En recette, on a 231 597,17. En dépenses, on a 609 617,64. Ce qui fait des restes à réaliser déficitaires de 378 016,47. Compte tenu du besoin de financement observé, nous allons procéder à une affectation à la section d'investissement de 191 062,30. Donc, au budget 2021, en section de fonctionnement, on va reporter 518 580,24. En investissement, on reporte à la ligne 001, on reporte un excédent de 186 954,17. Alors, à ce document, à cette délibération, vous avez en annexe un document co-signé par le maire et par le comptable public qui atteste des résultats que je viens de vous énoncer. Donc, nous allons procéder au vote. Donc pour la délibération qui décide de l'affectation anticipée du résultat 2020. Pardon, j'ai pas vu, vous avez une question. Madame Munier. Non, je n'ai pas une question, je voudrais juste faire une remarque, c'est que votre budget 2020 est déficitaire, et heureusement quand vous avez laissé de l'argent. Voilà. Alors il est déficitaire de 30 000 euros, effectivement, dans un contexte où, comme vous l'avez compris, on est en perte de recettes de presque 300 000. Non, justement, en plus, qu'est-ce que vous avez fait cette année Vous savez, Madame Meunier, ça va être très simple. On a jusqu'à fin juin pour voter le compte administratif, et c'est à cette occasion qu'on regardera effectivement ce qui a été engagé comme dépense, d'accord ? Et on aura une discussion très intéressante vraisemblablement à ce moment-là. Je vois les chiffres. Oui, vous voyez les chiffres, comme tout le monde. Je vous garantir qu'un déficit de 30 000 euros dans le contexte de la Covid, c'est plutôt un signe d'excellente gestion. Mais ça, on pourra illustrer très facilement au moment de la discussion sur le compte administratif. Vous serez agréablement surprise par la qualité de la gestion de la nouvelle équipe. On revient au vote, si vous avez fini avec les commentaires. Donc, qui est contre l'affectation anticipée du résultat tel que M. Bambou vient de vous le présenter? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Je repasse la parole à M. Bambou pour le vote du BP 2021. Merci, monsieur le maire. Alors, voilà. Alors, lors de la présentation du rapport, il a été dressé une situation rétrospective de la commune. À cette occasion, j'ai insisté sur la dégradation de certains ratios financiers et donc il faut en tenir compte dans la construction du BP 2021. Alors, je ne vais pas revenir sur ces ratios financiers, je vous demande de revoir le ROB pour comprendre dans quelle situation la commune se trouve, et c'est de longue date. Alors, les délibérations qui viennent d'être prises précédemment, je vais faire référence au réaménagement de la dette, à l'augmentation de la fiscalité, c'est en fait pour tenir compte de cette situation, la situation de la commune. Ainsi, le budget 2021 est voté en équilibre.
en section de fonctionnement à hauteur de 5 764 en recettes et en dépenses, sera voté en équilibre en section d'investissement à hauteur de 6 857 955 en recettes et en dépenses, soit un budget global de 11 863 719. Alors, quelles sont les évolutions qui vont impacter l'exercice 2021? Alors, les impôts, la fiscalité, malgré la hausse du taux d'imposition que nous venons d'entériner, ne progressera que de 0,35%. Les dotations et subventions évolueront de 36%. Les recettes d'exploitation, il s'agit de tout ce qui est périscolaire, restauration, loyer, etc. On prévoit une progression de 16,44%. Les autres recettes, c'est-à-dire les recettes exceptionnelles, les atténuations de charges, on prévoit une réduction d'environ 10%. Monsieur Pambou, je me permets, excusez-moi, c'est un peu compliqué parce que comme c'est pas dans la note de synthèse, tout ça, c'est un peu... Si, c'est sur la note de synthèse. Ah bon? Les 6%, les 36%... C'est sur la note de synthèse. Alors, regardez la page 2. La page 2, dernière colonne. La page 2, dernière colonne de la note de synthèse. Est-ce qu'on a le même document? Bah, oui, ah oui, donc, c'est ça. Alors, la note de synthèse budgétaire, c'est pas pareil. Voilà, au total, les recettes réelles de fonctionnement, c'est-à-dire les recettes qui vont donner lieu à opération de trésorerie, augmentent de 5,55%. Alors, il y a des opérations d'ordre. Des opérations d'ordre qui sont liées en fait au réaménagement de la dette. Alors, concernant les dépenses, les charges de gestion, c'est des charges à caractère général, et les autres charges de gestion augmenteront seulement de 1,2%. Les charges de personnel, 1,2% également, les atténuations de produits, 22,95%, les charges financières de 41,92%, et ensuite on a les d'autres dépenses. Il s'agit principalement des dépenses imprévues, à hauteur de 50 000 euros. Et voilà. Et on a des opérations d'ordre qui augmentent de façon... mais des opérations d'ordre vont pas être prises en compte. Voilà pour ce qui concerne le fonctionnement. Alors, quels commentaires on peut faire? En recette, on prévoit une augmentation par rapport au CIA 2020, mais néanmoins, la plupart du temps, on ne retrouve pas le niveau de recette de l'exercice 2019. Ça veut dire qu'en recette, on parie sur une augmentation de recettes, mais néanmoins, on ne pense pas atteindre le niveau de recettes de l'exercice 2019. Donc on est dans une projection à la fois optimiste et prudente. Et par contre, on dépense, on a des dépenses contraintes, notamment en termes de gestion de personnel. Il est difficile évidemment de trouver des marges de manœuvre parce que ce sont des dépenses qu'on qualifie de rigides. Voilà, alors concernant l'investissement, en recette, on va avoir une subvention liée à
à la DSIL par rapport au projet de programme de l'aide. Donc on a une notification. Donc ce qui fait qu'évidemment on a une croissance en termes de subventions relativement importante. En recette, on a un emprunt de 20 000 euros. C'est un emprunt qu'on ne doit peut-être pas contracter, mais dont on a évoqué lors du DOB. On est dans une logique d'emprunt FCTVA, d'emprunt relais, qui nous permet en fait d'accompagner les projets d'investissement et dans l'attente du FCTVA. Voilà. Ensuite, on a une réduction au niveau des dotations de 61 000. Pourquoi ? Parce que l'affectation de résultats effectuée cette année est beaucoup plus faible que l'année dernière. L'année dernière, nous sommes arrivés en responsabilité. On a dû faire un rattrapage que la majorité précédente n'avait pas s'était abstenue de faire. Donc, voilà. Et par ailleurs, concernant la taxe d'aménagement, on a été également prudent parce que dans ce chapitre, il y a également un impôt qui s'appelle la taxe d'aménagement qu'on paye quand on obtient un permis d'urbanisme. Là également, on est prudent compte tenu de l'arrêt des chantiers intervenus l'année dernière notamment. Donc on est dans une démarche également d'investissement prudente, en espérant néanmoins que ça sera plus important que ce qu'on prévoit au BP, mais... Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, parce que tout à l'heure, M. Pambou a dit que c'était un budget optimiste mais prudent. Non, c'est pas un budget optimiste du tout. C'est un budget qui est taillé pour qu'on soit capable de faire face à un second épisode Covid important. C'est typiquement, on va dire que si les choses continuent comme ça, un petit peu au fil de l'eau, on va faire une bonne année 2021. En revanche, il faut qu'on soit absolument capable de franchir l'écueil d'un nouveau confinement avec comme ça les écoles fermées sans mettre la commune en faillite. Donc c'est un budget qui nous permet tous d'être prêts au pire, en sachant que le pire n'est jamais sûr. Donc on a préféré prendre un biais pessimiste en termes de recettes, en termes de dépenses. On a un peu gonflé les dépenses, nous ferons vraisemblablement moins, et nous aurons vraisemblablement plus de recettes que prévu, mais je pense que c'est un gage, pas de bonne gestion, mais de sérieux en fait, de se préparer au pire. Voilà, comme ça, on sait que ce budget, une fois voté, on a les instruments qui vont nous permettre de fonctionner, d'assurer la continuité des services publics, malgré tout de faire les investissements nécessaires aux usagers, de mettre la commune aux normes, ce qui est un grand retard aussi dans ce domaine. On ne peut pas se permettre, encore une fois, de dire aux personnes à mobilité réduite, désolé, vous avez perdu 6 ans, vous allez encore en perdre 6 parce qu'il faut trouver de l'argent quelque part. Donc on mettra le paquet sur la sécurité des bâtiments, la sécurité électrique, sur la sécurité au feu. Vous voyez qu'on a commencé, donc le rideau qui n'était pas inifugé sera remplacé par... Il y a toutes ces choses-là, on ne peut pas se permettre d'arrêter de fonctionner. Voilà. Et pour ce faire, il faut le faire dans un cadre financier super sévère pour être sûr de pouvoir fonctionner, même si quelque chose de très grave nous tombe dessus. Voilà. Voilà, alors, recette pour terminer, il y a des restes à réaliser, des restes à réaliser qui figuraient déjà au budget précédent, mais qu'on n'a pas concrétisé en 2020, donc c'est restes à réaliser. En fait, ce sont des recettes certaines, mais qui n'ont pas été versées. Voilà, ces recettes ne seront versées de façon certaine en 2021. On a pris la tâche de la préfecture pour cela. Ça concerne notamment le FCTVA. Alors, en dépenses d'investissement, les immobilisations incorporelles sont en baisse. En 2020, on a enregistré une hausse. Ça concerne notamment tout ce qui est acquisition de logiciels, dans les 66 000 euros. Il faut compter également l'acquisition de l'appli mobile, d'un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés en 2020. Qui correspondait également à une promesse de campagne. Voilà. Donc en 2021, nous revenons à un niveau normal
constatées en 2018 et 2019 par exemple. Concernant tout ce qui est immobilisation corporelle, on a inscrit au budget une somme assez importante. Ça se traduit par une hausse de 94,18%. Donc ça permettra à la commune d'articuler un certain nombre de programmes en 2021 et au-delà. Alors, immobilisation en cours, 90 000 €. Il s'agit d'inscrire des crédits pour pouvoir achever, honorer en fait l'engagement par rapport au CTM qui va bientôt être inauguré. Voilà, alors comme l'a rappelé monsieur le maire, on est dans une démarche de prudence. Donc au BP, en section d'investissement, comme on l'a fait en fonctionnement, on inscrit des dépenses imprévues. Voilà, à hauteur de 30 000 €. Voilà, je pense que c'est une logique de prudence et c'est prévu par le cadre budgétaire. Alors, on dépense, on reste à réaliser. On a plus de 600 000 €. C'est justement l'engagement par rapport au CTM que nous devrons régler en fait cette année. Alors, je précise CTM, parce qu'on dit tous CTM, on est dedans. Pour ceux qui vont lire le compte-rendu de ce conseil municipal ou qui nous regarderont en vidéo, CTM, c'est le nouvel atelier municipal, donc le nouveau centre technique où sera relocalisé les services techniques de la mairie, les véhicules et le matériel. Donc, qui est flambant neuf, qu'on espère pouvoir inaugurer très bientôt, mais qui reste un investissement de l'équipe précédente, extrêmement coûteux, hein, on peut dire, c'est surdimensionné. Mais il faut l'assumer. On l'a, il y a un emprunt dessus, il faut le payer, donc il va falloir faire avec. Ça fait partie de l'héritage. Alors, en page 6, comme je l'ai fait pendant le ROB, je fais référence à certains ratios financiers qui expliquent pourquoi on a un budget qui s'engage dans cette direction. Et alors, on voit néanmoins qu'il y a une amélioration. Alors, je vous demande de regarder la ligne en rouge qui s'appelle l'épargne brute. En 2021, on prévoit une épargne brute négative, malgré tout, en amélioration, mais ça reste négatif, malgré la hausse de la fiscalité. L'épargne brute en taux, le taux d'épargne brute est également négatif. Il était déjà très faible en 2018, en 2019. Il est devenu négatif en 2020. Alors, je vous demande également de regarder l'épargne nette. L'épargne nette qui reste négatif, malgré une légère amélioration. Mais vous observerez que cette épargne nette était négative depuis 2018. Donc, comme je l'ai rappelé à certains, nous sommes dans un contexte financier dégradé et qu'il était nécessaire de prendre des mesures que je qualifierais d'urgence et qui ne permettront pas en 2021 de passer au vert, mais de se positionner sur une trajectoire de rétablissement d'ici la fin du mandat. Voilà ce que j'ai à dire concernant ce budget 2021. On va donc passer au vote. Il y a sûrement des remarques à faire. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai des remarques. Donc, je constate qu'effectivement, le budget 2021 en fonctionnement, il est déficitaire d'entrée. À sa construction même, il est déficitaire. Les recettes sont inférieures aux dépenses et vous devez avoir recours à, on va dire, au magot, comme vous l'avez appelé souvent, pour équilibrer votre budget. Sur les 518 595,24 € de solde 2020, vous ne transférez à l'investissement que 399
€. Ça veut dire que les 119 543 € de différence vous servent à équilibrer votre section de fonctionnement. Ensuite, bon, c'est des remarques, hein, je ne pose pas de questions. Les montants des dépenses des fluides sont en diminution, alors que tous les tarifs ont augmenté. Le compte des fournitures scolaires est en diminution. Donc on en déduit que les effectifs scolaires ont baissé, puisque normalement le montant de ce compte est égal à 40 €, une délibération qui a été votée, qui n'a pas été annulée, multiplié par le nombre d'élèves inscrits. Le compte de nettoyage des locaux, il faudrait y mettre le montant du marché quand même, une somme hypothétique. Idem pour l'entretien des espaces verts qu'on vient de voir, il faut mettre le montant du marché. La charge financière est en augmentation alors qu'on vient de voir qu'on a renégocié des emprunts. Sur ce point-là, je peux vous répondre, c'est parce qu'en fait... C'est pas des questions, hein, c'est des remarques. Bah oui, mais ça permet à tout le monde de comprendre la situation. La charge financière de l'augmentation, parce qu'il y a une partie de l'annuité de 2020 qui sera payée en 2021. Donc ce que l'on voit, c'est pas 12 mois d'annuité de 2021, mais en fait 12 mois de 2021 plus une partie de 2020. Moi, je vois ce qui est inscrit au budget. Bien sûr, non, mais c'est pour ça, je pense que vous êtes intéressé par avoir les bonnes informations, donc je vous les donne. Non, les bonnes informations, alors on renégocie comme il faut pour que ça rentre dans le budget de l'année. On ne peut pas réécrire les budgets passés, donc. Les charges de personnel diminuent, et malgré tout ça, vous n'arrivez pas à équilibrer vos recettes dépenses en fonctionnement. En investissement, on n'a pas trop le détail de ce que vous allez faire. On peut imaginer que ce sont les investissements qui ont été donnés au DOB. Essentiellement, il y a aussi cette année la question du déménagement des services techniques. Il va y avoir des investissements à faire également sur l'atelier municipal et du coup sur la salle Jean Moulin qui va être transformée en annexe et cette salle qui deviendra aussi une partie intégrante de la nouvelle extension de la mairie. D'accord, donc ça c'est en plus de ce qui a été indiqué au DOB. Non, on en a parlé avec M. Ateba lors du dernier conseil municipal. L'équipe d'opposition, pas M. Ateba, il n'y a pas que moi. Oui, mais Mme Mie n'est pas là, donc je comprends qu'elle n'ait pas forcément eu tous les détails de la conversation. Il n'y a rien de méchant dans ce que je viens de dire. Vous avez d'ailleurs très bien animé ce débat il y a un mois, je vous remercie pour ça, donc c'est pour ça que je vous cite. J'ai vu la liste dans le ROB. Voilà. Alors, vous aviez d'ailleurs, à une question posée par les collègues, au sujet de l'agrandissement du cimetière. Vous avez dit que vous alliez le faire, mais que vous attendiez que les PAMAR vous rétrocèdent pour l'euro symbolique. Or, les parkings que vous avez faits, qui en soi c'est bien, il n'y a pas de critique à faire là-dessus, sont sur le terrain, sur la réserve foncière du cimetière. Vous l'avez déjà un peu... C'est exact. En fait, Donc, on ne va pas attendre. Attendez. Il n'y a aucun problème, c'est une réserve foncière communale qui est inscrite au PLU de 2004. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas agrandir le cimetière. Et c'est dommage que vous n'ayez pas fait une opération groupée tombe plus parking. Parce que du coup, les parkings, quand vous allez agrandir le cimetière, le mur de clôture qui va tourner, il va... Alors, vous n'avez aucune idée de la manière dont nous allons agrandir le cimetière, premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune raison de reporter à plus tard un investissement, enfin la construction des stationnements alors qu'on peut les faire tout de suite. C'est quelque chose qui est très attendu par nos concitoyens. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire maintenant. Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre plusieurs années? Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Monsieur Direz est sur le sujet. C'est un sujet qui est épineux. Il y a un dossier à monter. Alors, effectivement, nous attendons la rétrocession du terrain pour faire l'agrandissement du cimetière proprement dit. Mais ça ne nous dispense pas, ça ne nous prive pas de faire le stationnement via une convention d'occupation précaire avec EPAMAR. Donc on utilise tous les mécanismes juridiques qui sont à notre disposition pour pouvoir faire que ce projet avance étape par étape sans se priver de pouvoir avancer aussi vite que possible. Monsieur Direz de prendre la parole au sujet du cimetière, je lui passe le micro. Merci Olivier. Effectivement, le cimetière à Champlain-en-Bron est le plus petit cimetière de tout Marne-et-Gondoire. Moi, j'ai discuté avec d'autres maires de Marne-et-Gondoire et tous ont prévu, mais longtemps à l'avance, l'agrandissement de leur cimetière. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais apporter, parce qu'effectivement, ne plus pouvoir enterrer ses morts, c'est honteux. Voilà. Alors, je voudrais dire que nous, on a
fait tout ce qu'on a pu parce qu'il y avait des tombes à relever. Donc ça s'appelle comme ça, on a relevé tout ce qu'on a pu dans le cimetière. Et c'était une priorité de ce mandat-là, de faire l'agrandissement parce qu'on était arrivé au bout du relevage des tombes. Alors, je ne crois pas que vous soyez arrivé au bout du relevage des tombes, parce que c'est un sujet sur lequel M. Direz travaille jour et nuit avec notre agent en charge de cette question. En tout cas, moi je suis content que vous et nous ayons la même ambition en ce qui concerne le cimetière, et que nous ayons, vous et moi, reconnu l'urgence, et les autres reconnu l'urgence de l'agrandir. Donc, c'est très bien si on peut travailler main dans la main pour faire un agrandissement qui convienne à tout le monde, avec un bel aménagement paysager, et puis surtout un cimetière qui va permettre à tous ceux qui le souhaitent de reposer en paix à Chanteloup. Monsieur Attila. Non, je voulais juste dire, pour calmer un peu les esprits, ça concerne M. Pambou, je suis désolé pour vous, nous avons décidé de faire le CTM qui nous a grévé le budget. On a fait le CTM, c'était une priorité pour nos agents. Effectivement, à la place du CTM, on aurait pu faire le cimetière, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais on ne l'a pas fait. On a privilégié les agents. On a peut-être fait une erreur, c'est possible, vous l'avez relevé. Mais ne pensez pas, M. Pambou, que ce n'était pas dans nos projets de le faire. Et voilà, M. Colesso, vous venez de le dire, on devait le faire. C'était clair, il fallait rénover, agrandir le cimetière, remettre des places, ça c'était évident. Le CTM, voilà, c'est des choix. On ne fait pas choix. Non, mais attendez, on ne va pas ouvrir une discussion trop sur le CTM, c'est pas trop le sujet. Mais disons qu'effectivement, à l'occasion de chaque mandat, il faut faire des arbitrages, des choix. On ne refait pas l'histoire, vous avez fait les vôtres, nous faisons les nôtres. En tout cas, moi, ce que je veux terminer sur une bonne note, je trouve, il faut sur ce sujet, s'il y a unanimité au sein de ce Conseil pour bien identifier l'agrandissement du cimetière comme étant la priorité de ce mandat, même si c'est notre mandat, ça aurait pu être le vôtre, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je suis sûr que M. Direz, ça fait partie un petit peu de son ADN, nous présentera en commission d'urbanisme de différents projets, différentes options, et que vous nous mettrez à cœur à participer à ce projet tous ensemble. Et comme ça, c'est un vrai projet qui est dans l'intérêt de nos habitants. Donc ça doit être un peu transpartisan, si vous me permettez l'expression. Je voudrais juste préciser que sur le CTM, c'est qu'on avait l'inspection du travail qui était là, derrière nous, et qu'il fallait qu'on fasse le CTM. Alors, attendez, on est bien d'accord. Hein. Les conditions de travail aujourd'hui des agents du service technique, dans leur ADGECO, etc., ne sont pas dignes. Il fallait faire l'atelier municipal. Ce que l'on dit, c'est seulement que cet atelier municipal n'est pas bien dimensionné. D'ailleurs, je pense qu'on fera une visite tous ensemble du conseil municipal. Il y a très peu de locaux vie, en fait, la base vie est assez petite, et il y a un foncier qui est beaucoup trop grand, à tel point que, bon, c'est pas le sujet, on en reparlera plus tard, avec M. Direy, nous sommes en train de réfléchir à comment se débarrasser d'une partie du terrain, vous voyez, ou au moins de lui trouver une autre fonction. Donc quand les agents eux-mêmes vous disent, vous y avez peut-être été, par curiosité, voir le chantier, regardez cette piste d'atterrissage qui est en plein milieu, c'est absolument ridicule. Donc voilà, je ne conteste pas le fait que la commune avait besoin d'un nouveau atelier municipal. Il en fallait un, je suis tout à fait d'accord, mais je conteste le fait. Je pense qu'au lieu d'en faire un 1,2 million, on aurait pu en faire un à 800 000. Bon, j'étais pas dans le détail du projet à l'époque, mais aujourd'hui, c'est quand même un projet qui nous coûte très cher. Ça, c'était son âme, c'était ce que disait M. Oui, bien sûr. 800 000 au lieu d'un 1,2 million. Sauf qu'on a déjà diminué il était plus grand au départ. On est passé à côté de la catastrophe. Alors. Parce que un CTM plus grand, plus un restaurant scolaire à 1,4 million dont on n'a pas besoin, alors là, on pouvait appeler la Cour régionale des comptes direct. Là, c'était sous tutelle, au bout de 6 mois, là, on passait pas Noël. Arrêtez, vous dites qu'il est trop petit. Moi, je vous réponds, les projets de départ étaient plus grands. En surface, on a été obligé de réduire pour une question de coût. Mais oui, non mais c'est ce que je vous dis, non mais vous avez bien fait, franchement merci d'avoir réduit le projet pour une question de coût. Vous auriez pu encore réduire un petit peu plus, ça nous aurait rendu service, mais voilà. C'est fait, de toute façon on lui trouvera une fonction à ce CTM. Rassurez-vous, Chanteloup a la chance d'avoir une équipe qui a plein d'idées, ce sera certainement plus qu'un CTM à la fin de ce mandat. Voilà, suite au prochain numéro. Monsieur Pambou, vous vouliez compléter ? Non, excusez-moi, madame, avez-vous terminé avec vos remarques parce que j'étais intervenu? C'est fini? Donc, alors le budget se vote par chapitre, monsieur Pambou? J'aimerais qu'elles soient inscrites au PV si c'est... Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Que les remarques soient inscrites au PV. J'aimerais que les remarques que j'ai faites soient inscrites. Vous pourrez me les transmettre par écrit? Oui. Merci.
Monsieur Pambou. Ah bon, on passe au vote par chapitre. Bien, si vous êtes d'accord, nous allons voter. Donc le budget se vote par chapitre. Donc vous allez être appelé à lever la main à de nombreuses reprises. Alors, vous êtes chapitre 011, charge à caractère général, 1 216 329 €. Qui est contre? Alexandre, monsieur Bouzet, vous notez bien tout. Hein. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, 2 215 673 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Chapitre 14, atténuation de produits, 65 181 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 231 336. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 66, charges financières, 126 000 €, 0,65. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 022, dépenses imprévues, 50 000 €. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Charge exceptionnelle. Il manque une ligne. La 67. 67, alors on revient sur 67, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Alors 67, charge exceptionnelle, vous avez raison, 600 €. Qui est contre? Oui, qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Donc on revient sur la 022, dépenses imprévues, 50 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 399 000 €, 52. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 042, opération d'ordre et de transfert entre sections, 182 000 €, 666. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 043, opération d'ordre à l'intérieur de la section, 518 862 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Total, bon ça on ne vote pas, total, c'est informatif. Nous passons aux recettes de fonctionnement. Chapitre 13, atténuation de charges, 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 70, produits des services du domaine et vente, 368 000 €, 850,44. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 73, impôts et taxes, 2 879 381. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 40 002,32 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 77, produits exceptionnels, 80 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 043, opération d'ordre à l'intérieur de la section, 518 000 €, 862. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Dépenses d'investissement. Chapitre 20, nous avons immobilisation incorporelle, sauf 204, 38 000 700. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 21, immobilisation corporelle, 312 000 177,36. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 23, immobilisation en cours, 90 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 243 000 300. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 41. Non, excusez-moi, chapitre 020, dépenses imprévues, 30 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 041, opération patrimoniale, 5 534 164 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà pour les dépenses d'investissement. Nous terminons par les recettes d'investissement. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves hors 1068, 85 000 €, 85,36. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Chapitre 1068, excédent de la section de fonctionnement, 191 062,30. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 13, subvention d'investissement. Une coquille, il faudra la corriger. 26 974 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 16, emprunt et dette, 20 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 21, 021, virement de la section de fonctionnement, 399 052 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Chapitre 040, opération d'ordre et de transfert entre sections, 182 666 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et chapitre 041, opération patrimoniale, 5 534 164 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Voilà. Nous avons voté tous les chapitres du BP. Ce qui clôt notre séquence financière. Dernier point de l'ordre du jour. Attendez, je vais faire circuler ça. Georges, donc le projet de BP va circuler. Je vous demanderai d'apposer votre signature à côté de votre nom. Pendant que le BP tourne, je vous propose de répondre aux questions orales reçues de l'opposition, si vous êtes d'accord. Donc nous avons reçu 3 questions. Je vais lire la première. Dans le dernier Cantuloupi, vous informez les citoyens, je vous cite, « Très belle réunion ce soir à Chanteloup avec le maire Christian Robach et ses adjoints de Montévrain pour échanger des points de vue et partager des expériences. Bravo Christian pour cette initiative. » La question, nous aimerions connaître les sujets abordés lors de cette réunion. Quelles sont les convergences avec Montévrain, c'est-à-dire une ville de 4 000 habitants avec une ville de plus de 20 000 habitants? Pouvez-vous, de votre conseil municipal, confirmer à tous les Chanteloupiens votre engagement de campagne? Il n'y aura pas de fusion avec la ville de Montévrain. Alors, d'abord, je termine par la fin. Il n'y aura pas de fusion avec la ville de Montévrain, ni avec une autre ville de l'agglomération, puisque c'était ça, en fait, notre engagement de campagne. Ce n'était pas contre Montévrain en particulier. Hein. De toute façon, si fusion il y a un jour, ça se fera dans le cadre des intercommunalités, c'est vraiment un petit peu dans le sens de l'histoire. En revanche, je remonte en fait à l'envers, si vous voulez bien votre question. Nous aimerions connaître les sujets abordés lors de cette réunion. Et quelle convergence on peut trouver entre une ville de 20 000 et une ville de 4 000 ? En fait, il y a plein de convergences. Déjà, physiquement, Montévrain et Chanteloup, on partage quelque chose de très important qui s'appelle le Clos du Chêne. Le Clos du Chêne, c'est cette grande zone économique qui se trouve partagée entre nos deux communes. Montévrain et Chanteloup-en-Brie travaillent ensemble avec EPAMarne pour imaginer le Clos du Chêne dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec la revégétalisation des espaces de stationnement, avec l'hybridation fonctionnelle des différents lots. Donc ça, il n'est pas question que Montévrain ait son idée, que Chanteloup ait la sienne, et qu'on finisse par avoir un Clos du Chêne qui ne se ressemble pas des deux côtés. Donc là, typiquement, vous voyez, c'est un sujet qui a beaucoup de sens d'être traité ensemble. Vous vous souvenez aussi, lors de notre prise de fonction, que nous avons engagé avec Montévrain une réflexion sur une police municipale intercommunale. C'était l'un des gros sujets qui a été abordé lors de cette fameuse réunion à Chanteloup-en-Brie avec les élus de Montévrain, sur lequel travaille, je le remercie, Edgar Massia, qui a la délégation sur les sujets de sécurité. Et le sujet avance bien. Donc ça, vous voyez, c'est pas une question de 4 000, 20 000. On a tout à fait, les deux communes ont tout à fait les moyens de partager quelque chose ensemble sur un sujet qui touche beaucoup nos concitoyens. On pourrait imaginer une police municipale qui soit purement chanteloupienne, mais il faut savoir qu'on n'aurait jamais le niveau d'efficacité d'une police municipale comme une grande ville. Vous prenez des villes du territoire comme Chalifert, par exemple, ils ont un policier municipal, ou Ferrières-en-Brie. Mais ce n'est pas ce que les gens attendent. Ce que les gens attendent, c'est de la réaction sur le terrain, des équipes qui sont capables de réagir rapidement lorsqu'il y a une alerte
cambriolage ou des problèmes d'atteinte aux personnes. Or ça, on peut le faire que si on a sur notre territoire la possibilité de faire intervenir une police municipale avec au moins une quinzaine d'agents. Donc voilà, et ça, on ne peut pas le faire autrement qu'en coopérant avec une ville voisine. Comme Montévrain est tout à fait disposé à coopérer avec nous sur ce sujet, il n'y a aucune raison de s'en priver. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. De manière plus légère, on l'a dit tout à l'heure, on partage avec Montévrain un club de football. Donc, bien sûr, il y a un terrain à Montévrain, il y a un terrain à Chanteloup. C'est des sujets au quotidien qui occupent nos élus et nos associations. Donc, c'est bien de se parler. En fait, c'est le contraire qui est anormal. La question qu'il faudrait poser, c'est pourquoi, ces dernières années, Montévrain et Chanteloup ne se parlaient plus. Bon, on sait pourquoi, mais c'est quand même bien dommage. Donc, Pourquoi ? Bah, vous le savez mieux, vous savez très bien. Le maire précédent et M. Robache ont eu des mots, etc. Mais en tout cas, nous, on est là aussi pour recoller les morceaux avec les villes voisines, avec tous les partenaires. Et je pense que tout le monde se satisfera des coopérations qu'on sera capable de développer avec les villes voisines. Vous n'êtes pas fâché avec Christian Robache? Ah bah vous irez lui dire. Vous irez lui dire. En tout cas, et je remonte votre question. Avec lui à Marne-et-Gondoire. Et je remonte votre question. Vous dites dans l'année Cantoloupi, je vous cite, très belle réunion ce soir à Chanteloup-Aubry, bravo Christian. Alors là, j'ai le Cantoloupi sous les yeux et je vois pas ça. Sur Facebook. C'était sur Facebook. Bien sur Facebook non plus, je vois pas ça. Ah bah si, Ça devait être je Twitter. l'ai pas inventé. Ah ouais. Ah peut-être Twitter. Alors bon déjà, vous ne savez plus trop où vous l'avez vu. Ensuite, que s'est-il dit? Que s'est-il dit? Là en revanche, c'est dans le Cantoloupi. Pardon? Que s'est-il dit pendant cette réunion? Ça en revanche, c'est bien dans le Cantoloupi. Donc bon. En tout cas, je vous ai répondu. C'était l'occasion de saluer nos amis de Montévrain avec qui nous aimons beaucoup travailler. Et voilà. Donc ça, c'était la première question. Mais j'ai pas entendu bien net. Donc pas de fusion avec aucune commune. Pas de fusion avec aucune commune de l'agglomération. D'accord. Bon, Question 2. Pourquoi n'avez-vous pas commémoré le 19 mars 1962 ? Vous avez juste pavoisé la mairie et la salle du conseil. Pas de dépôt de gerbes au monument aux morts. Il faudra penser à... Ah, ça c'est une autre question. Allez, on la met partout le marché. Il faudra penser à pavoiser la salle des fêtes qui est devenue officiellement la salle du conseil municipal. C'est pas une question, c'est une réflexion. Ouais, c'est ce qu'on appelle un cavalier. Vous voyez, les cavaliers budgétaires, là c'est la question cavalière. Oui, bien sûr. Effectivement, cette salle, à terme, a vocation à devenir la future salle du conseil. Il faudra la traiter comme telle. C'est vrai que, je vous avoue, jusqu'à présent, j'ai pas pensé, c'est moi, j'ai pas pensé à demander au service technique de mettre en place le décorum qui est adapté. Encore une fois, comme on est en train de tout reprendre ici, il y aura des travaux sur les sanitaires, etc., pour être partagé avec l'annexe de la mairie. À terme, ce bâtiment, ce sera le lieu d'accueil principal de la population, donc il faudra qu'il soit équipé avec tous les symboles de la République. Et ça, ce sera fait bien comme il faut, vraisemblablement, à la rentrée, lorsque nos services techniques seront dans leur nouveau mur et que les services au contact de la personne seront relocalisés ici. Voilà. Alors pourquoi n'avez-vous pas commémoré le 19 mars 1962? Vous avez juste pavoisé. Si, on l'a commémoré. On n'a juste pavoisé parce que c'est ce que nous demandent de faire les services de l'État, tout simplement. Donc votre question, c'est pourquoi ne pas en avoir fait plus? Alors moi, je vous retourne la question. Pour vous, que commémore-t-on le 19 mars 1962? Moi, je vous ai posé une question. Non. On va d'abord... Vous avez posé une question, donc moi je vous dis, on a commémoré le 19 mars 1962 conformément aux instructions de l'État, donc ça a été pavoisé. Voilà, alors moi, j'entends votre réponse. Je ne suis pas allé regarder sur le site de la mairie et autres, je ne sais pas si ça a été... Mais bien sûr que oui, il y a l'agenda qui défile, il y a toutes les commémorations officielles, et elles sont déjà annoncées je crois, jusqu'au mois de juin. Je parle sous le contrôle de M. Bouzet qui est en charge de l'agenda. Donc voilà. Après, vous savez, là j'ai toute la liste des commémorations officielles, il y en a quand même énormément. Ne serait-ce que celles, par exemple, qui tournent autour de la guerre d'Algérie ou des affrontements en Afrique du Nord, il n'y en a pas moins de 3. D'accord ? Donc, moi j'ai bien l'intention de faire fleurir tout ce qui concerne les morts pour la France. Ça me paraît une évidence, puisque
Le monument aux morts, c'est d'abord pour commémorer la mort de ceux qui sont tombés pour la France. Donc il y a une date qui est prévue pour ça, vous voyez, dimanche 5 décembre, journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Voilà, je trouve que ça c'est tout à fait adapté à un fleurissement puisqu'on est dans le ton. Donc voilà. Il y a des commémorations, c'est vrai, je vous le dis, on ne va pas forcément tout fleurir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous fleurissiez systématiquement toutes les commémorations Non, officielles. c'est parce que le 19 mars avait une connotation particulière, c'est tout. Voilà. Mais laquelle pour vous, monsieur Athébar? En quoi il y a une connotation particulière par rapport au dimanche 5 décembre ou au samedi 25 septembre, qui sont sur les mêmes sujets en fait? Il y a un grand débat entre le 19 et le 5, chacun choisit sa date. Mais si vous le faites le 5, c'est très bien. Oui. Alors, moi je vous explique ma logique, hein, on pourra en discuter à terme. J'ai l'intention de fleurir le monument aux morts à chaque fois qu'il y a une commémoration autour des morts pour la France, quel que soit le contexte en fait. Parce que ça me paraît logique, une façon simple et consensuelle de commémorer. Parce que, comme dit Madame Munier, c'est vrai, il peut y avoir parfois des polémiques ou des discussions, disons, sur les dates commémoratives. Et moi, je trouve qu'une façon élégante de un petit peu pacifier tout ça, c'est de se dire, ok, on se retrouve autour de nos morts, il y a des gens qui sont tombés pour la France dans plein de contextes très différents, et que voilà, on leur rend hommage à ce moment-là, et comme ça permet de ne pas avoir tout le temps à se justifier. Voilà. Enfin, c'était mon point de vue. Question numéro 3. Depuis votre élection, le drapeau européen a disparu du fronton de la mairie. Peut-on en connaître la raison? Là encore, la raison, c'est ce document que j'ai reçu en prenant mes fonctions. Voilà. Donc moi, je respecte le protocole. Vous savez, quand on arrive, on essaye de bien faire. Et la meilleure façon de faire, c'est de suivre les instructions de l'État. Donc le drapeau européen, c'est comme ça qu'il est nommé. Voilà. Il est obligatoire, enfin il est pavoisé le 9 mai pour la journée de l'Europe, donc je se rappelle, bien entendu. Le drapeau européen, le drapeau de l'UE, il est dans la salle de conseil, il est présent au mariage, voilà. Il est imposé sur les... alors il y a un règlement, je ne sais pas si c'est un règlement ou une loi qui concerne l'éducation nationale, qui fait que le pavoisement avec le drapeau de l'UE se fait sur les bâtiments scolaires, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est du fronton de la mairie, il n'y a pas d'obligation à le faire. Tout à fait, mais bon... C'était une simple question. Ah bah moi je vous réponds. Moi je préfère pour le pavoisement me fier au protocole de la... Après tout ce qui va au-delà, effectivement, ça peut être une posture politique. Bon, moi je vois pas l'intérêt de faire de la politique avec les drapeaux. Donc, voilà. Et puis je trouve que la mairie, notre petite mairie, elle ressemble tellement aux mairies de mon enfance, avec le petit bâtiment, le drapeau bleu, blanc, rouge qu'on aime tous. Je trouve ça vraiment sympa. Donc il n'y a pas non plus le drapeau de Marne-et-Gondoire, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, drapeau français bleu, blanc, rouge, c'est vraiment chouette. Donc on va le rendre visite le plus possible. Si nous étions sortis, si nous avions fait un Frexit, je sais pas quoi, je veux bien, mais on est quand même dans l'Europe, voilà, c'est tout. Ah mais on y est, c'est ce que je vous dis, on est aussi dans Marne-et-Gondoire, on est dans plein de choses. Donc, et je vous rassure, hein, le jour où la loi évolue et qu'on nous dit mettez le drapeau de l'UE au fronton des mairies, il y sera, il n'y aura pas de problème. Il y a un principe de légalité quand même qui s'impose à tout le monde. Voilà, nous avons fini pour les questions orales. L'ordre du jour est épuisé. Merci pour la qualité des débats. Vous avez tous signé le BP? Monsieur le maire, oui, juste avant de finir, ça n'a rien à voir, mais... attendez, c'est une intervention qui est dans le cadre du conseil municipal? Non, c'est pour ça. Ok, ça marche. Donc je déclare le conseil municipal clos. Voilà. Si on peut...